Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver enfin devant ma caméra pour vous filmer une vidéo. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas filmé, donc j'espère que je serai pas trop awkward dans cette vidéo. En tout cas, je suis trop contente, ça doit se voir, je suis hyper excitée de filmer et de vous parler. En plus, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan culturel. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, du coup j'ai amassé un certain nombre de choses très cool. Je m'excuse aussi d'avance pour le peu de régularité sur YouTube, surtout dans les dernières semaines, mais je vous avoue que littéralement une vidéo ça me prend un temps de malade à filmer, donc déjà forcément j'ai du temps entre les vidéos. Et en plus de ça, en ce moment j'ai littéralement tout à penser dans cette terre, vraiment le poids du monde est sur mes épaules. YouTube, je prends pas le temps de le faire et j'ai surtout pas envie de bâcler, donc je préfère prendre mon temps, espacer mes vidéos et qu'elles soient de qualité. Je peux pas vous promettre qu'il y aura une vidéo rapidement après celle-ci, néanmoins comme je suis en train d'écrire mon mémoire et que je pense tirer une série de vidéos de mon mémoire, vous aurez au moins 2-3 vidéos qui sont déjà bien écrites, prêtes à être filmées, et j'ai aussi déjà écrit l'épisode suivant de ma vidéo sur la fan culture. Juste j'ai pas le temps de filmer et de monter etc, mais promis ça arrive, je vous abandonne pas du tout, il y a plein de choses très chouettes qui arrivent. J'ai des super projets en tête pour les réseaux sociaux et pour ma création de contenu pour la deuxième partie de 2021. Si vous avez envie de me lire ailleurs que sur Twitter, vous pouvez aller lire mon article pour Nylon France qui est sorti. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà lu et qui m'ont fait des retours hyper positifs, ça me fait super plaisir. Et je suis en live tous les mercredis soirs en ce moment avec Camilla sur le compte Instagram de Nylon si vous avez envie de me voir plus régulièrement et qu'on se fasse des rendez-vous plus réguliers que mes vidéos YouTube. Donc voilà, vous avez quand même l'embarras du choix, je vous résume tout en barre d'infos si vous avez envie de croquer plus de contenu de ma part. Sans plus attendre, je vous propose qu'on ne parle pas non plus 10 000 ans de ma vie parce qu'on a compris, je suis pas la plus à plaindre, loin de là, vraiment pas. Au contraire, je suis excitée par ce que je fais, mais juste ça me prend beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas oubliés et je reviens ici as soon as I did the things I have to do. Aujourd'hui, on se trouve pour le bilan culturel de février, mars, début avril. Il y a beaucoup de séries, il y a de la socio, il y a plein de choses. C'est parti. Autant mettre les pieds dans le plat direct, j'ai pas du tout pris le temps de lire des romans ni des romans graphiques ces derniers mois parce que comme je vous l'ai dit, je lisais quasiment uniquement des articles universitaires et des textes sociologiques pour mon mémoire. Néanmoins, Actes Sud m'avait envoyé 2 romans, ils sont sur ma pile à lire, faut juste que je prenne le temps de le faire encore une fois, mais je vous ferai des retours dessus quand ils seront lus. Par contre, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le temps, puisque j'avais que ça à faire et que je devais le faire, de lire de la socio, des articles universitaires, etc. Bon, les articles universitaires, ça sert à rien que je vous en parle, puisque c'est pas forcément passionnant. De toute façon, en plus, dans les vidéos de ma série tirée de mon mémoire, je vous mettrai évidemment en barre d'infos au moment des sources les textes universitaires que j'aurais utilisés à ce moment-là. Donc si vous avez envie de rechercher ou d'approfondir, ce sera dispo à ce moment-là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu quand même 2 ouvrages très chouettes. C'est pas les seuls que j'ai lus, mais c'est ceux que j'ai lus en intégralité. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est Les théories en études de genre de Éléonore Lépinard et Marilyn Liebert, qui donc est un texte de 2020, qui est un texte extrêmement court, qui résume de façon extrêmement condensée et je trouve relativement accessible les théories en études de genre. Ça répond à des questions aussi simples que qu'est-ce que le genre, comment est-ce qu'il a été conceptualisé et comment est-ce qu'il est défini de différentes façons selon les domaines des sciences sociales, les ruptures épistémologiques que la conception des études de genre a créées. C'est vraiment une façon, je trouve, d'aborder les grandes lignes des études de genre, de se questionner sur les différents mouvements. Ça parle beaucoup de matérialisme. Pour un mémoire sur les études de genre ou quelques types de recherches qui aborde les études de genre, je pense que c'est un ouvrage qui est assez utile parce que vraiment vous le lisez en 1 heure et je trouve que ça vous donne beaucoup de concepts, de termes et d'auteurs et d'autrices clés pour une bonne introduction ou pour un travail intéressant sur ce sujet. Donc vraiment c'est un ouvrage que je vous recommande et je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui travaillent sur les études de genre ou qui font des projets etc sur ce sujet et qui me demandent souvent des ouvrages de référence à mettre en bibliographie. Bah ça je trouve que ça fonctionne super bien. Le second ouvrage que j'ai lu, je ne l'ai pas là puisque je l'ai lu en format numérique, c'est un ouvrage de recherche qui s'appelle Cultures of Masculinity qui a été écrit par Tim Edwards et qui date de 2005. C'est un gros ouvrage théorique dans lequel chapitre par chapitre il revient sur différentes questions posées par la masculinité. C'est un ouvrage en anglais qui n'a pas été traduit. Moi j'ai lu un chapitre par exemple sur les masculinités homosexuelles, sur les rapports entre féminisme et masculinité. Pour le coup c'est assez complexe, c'est assez ardu. Moi qui suis dans le sujet ça me parle complètement, mais je pense que quelqu'un qui s'y connaît pas beaucoup va potentiellement être un peu perdu. C'est pas forcément ce qui est le plus accessible et encore moins si vous n'avez pas l'habitude de lire de la théorie en anglais. Par contre si c'est votre sujet de recherche ou si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le recommande vraiment, je l'ai trouvé extrêmement utile et c'est un des ouvrages que je cite le plus dans mon mémoire parce que vraiment il brasse énormément de choses, énormément de références. Et enfin en essai j'ai lu le premier numéro de La Déferlante, je l'ai pas là sous les mains mais je l'ai dans ma chambre. Bref, je crois que ça se sous-titre La Revue des mouvements féministes ou La Revue des féminismes ou je sais pas quoi. C'est le premier numéro, c'est une revue, je crois que c'est tous les 3 mois donc trimestrielle, porte en fait sur des sujets féministes, qui fait intervenir des féministes, qui fait réfléchir par le prisme du féminisme à plein de sujets. En l'occurrence je crois que leur parti pris c'est de choisir un verbe à chaque numéro et de réfléchir autour de ce verbe. Donc là par exemple pour le premier c'était naître, des questions autour de la naissance, est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient, des questions autour de l'adoption aussi par Amandine Gay que j'ai trouvé extrêmement intéressant, le rapport au genre quand on s'intéresse aux questions de natalité, comment est-ce qu'on prépare en fait le fait d'éduquer un enfant en fonction du genre que l'on connaît avant même la naissance. Il y a aussi des articles sur comment est-ce qu'on gère en fait le viol, légalement, socialement,
etc. Il y a un article sur la misandrie que j'ai trouvé pas mal. Il y a un très belle interview croisée entre Céline Chama et Annie Ernaux que j'ai trouvé très intéressant. Donc vraiment c'est une revue que je vous recommande. Elle est disponible en ligne et en librairie et je crois qu'il y a même un tarif étudiant pour la version en ligne. Je suis pas d'accord avec tout, c'est pas toujours mes approches à moi, mais je trouve que c'est quand même un objet final qui est beau, qui est extrêmement bien mis en page. Ça c'est vraiment très agréable et je trouve qu'il apporte quand même quelque chose d'intéressant et il se ferait une place dans les productions féministes françaises que j'ai trouvé tout à fait pertinent. Donc je peux que vous enjoindre à en tout cas la feuilleter et j'ai hâte du numéro 2 du coup. On va continuer tout de suite avec la musique, je vais pas vous ressortir la même rengaine, toutes mes playlists sont sur Spotify, vous avez le lien en barre d'infos. Mais maintenant comme je démocratise la culture beaucoup mieux que Roselyne Bachelot, j'ai aussi décidé de vous transférer mes playlists Spotify en version YouTube. Donc maintenant dans la catégorie playlist sur ma chaîne YouTube, vous avez l'équivalent YouTube de toutes les playlists que j'ai mis en ligne depuis début 2021 sur Spotify. Donc voilà, vous pouvez en profiter gratuitement même si vous n'êtes pas abonné à Spotify, donc c'est cool. Vous avez déjà du coup février et mars qui sont disponibles et sur YouTube et sur Spotify, donc c'est chouette. Et je vous propose également 2 playlists à thème. Dans les derniers mois j'en ai fait une bien ruinante qui s'appelle Longing for an Unfulfilled Love, c'est difficile à dire mais on l'a fait. Elle est dispo sur Spotify et sur YouTube et là c'est une playlist vraiment daydreaming. Si vous voulez shifter, vous inventez une histoire extrêmement romanesque dans votre tête avant de dormir, c'est parfait. Désolée d'exposer ma personnalité comme ça sur les réseaux. Et vous en avez une autre qui s'appelle Runaway, qui est une playlist glam rock, US rock, qui prend un soin national. Désolée de vouloir la même coupe que les chanteurs d'Europe. Voilà. Si vous voulez croquer cette playlist, there you can go. Et ma playlist d'avril est disponible sur Spotify si vous voulez la croquer et la voir se mettre au fur et à mesure à jour. Et du coup, elle sera disponible sur YouTube à la fin du mois. That's for you, my beautiful besties. Pour YouTube, j'ai décidé d'être anti-féministe puisque je n'ai que 2 chaînes à vous proposer et ce sont des chaînes d'hommes. I'm so sorry, besties. La première, c'est celle de Mathieu, que j'aime de tout mon cœur. Cal Ali, qui est une chaîne YouTube à propos de la musique et de la pop. Mathieu, il parle de sujets qui sont liés à la musique pop, soit en problématisant des carrières d'artistes, soit en se penchant sur des sujets plus thématiques. C'est des vidéos qui sont toujours hyper intéressantes, hyper bien travaillées, avec un travail de recherche et de montage qui vraiment fait trop plaisir. Et c'est aussi quelqu'un qui est hyper actif sur tous les réseaux, qui fait des TikTok trop cool, qui fait un contenu Instagram génial. Tous les vendredis, il fait des récaps autour de la musique pop, des IGTV hyper intéressantes. Enfin vraiment, je l'aime trop et je suis admirative de son investissement et de son travail et vraiment de la qualité de ce qu'il produit. Je suis trop contente de vous en parler aujourd'hui. J'aurais dû vous en parler bien avant sur YouTube, je ne sais pas pourquoi j'étais fou. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne évidemment et j'aimerais trop qu'un jour on fasse une vidéo ensemble. Mathieu, si tu m'entends. Et la deuxième chaîne que je voulais vous recommander, c'est une chaîne qui est quand même beaucoup plus connue, la chaîne de Jack Edwards, qui est un youtubeur anglais qui parle beaucoup de littérature, de livres, mais avec une approche que je trouve géniale. Il fait beaucoup de vidéos assez thématisées en mêlant littérature et pop culture. Donc par exemple, il a toute une série où il va lire tous les livres qui ont été recommandés par tel artiste. Donc par exemple, il a fait Taylor Swift, Harry Styles et je crois aussi les membres de BTS, donc vraiment trop cool. Dernièrement, j'ai adoré sa vidéo dans laquelle il fait une tier list, une top tier list, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est tier list, de la celebrity poetry. Super drôle, enfin vraiment je l'adore. J'aime trop son énergie et vraiment ces vidéos me font trop de bien. Big up à Raph avec qui on est obsédé et on débriefe toutes les vidéos de Jack Edwards. He is what I wanna be, if you see what I mean. Quand je vais vous faire une vidéo qui va être titrée genre je rank les white boys of the month, faudra pas être surpris. I like cash in my hair to my ass. Do the dash, can you make it go fast? Et du coup on va passer maintenant à la catégorie un peu massive de cette vidéo puisque je vous propose de vous débriefer toutes les séries que j'ai regardées récemment et mon dieu je ne sais pas comment je fais pour en regarder autant, c'est obsessif, surtout qu'à chaque fois je m'investis dans les séries mais à un point émotionnel assez fou. J'ai l'impression que je vis dans les séries. Vraiment hier je tweetais sur le fait que je ne crois pas aux personnes qui shift. Là les gens qui disent qu'ils shift sur TikTok et tout, mais en fait moi j'ai pas de leçon à donner parce que je daydream dans les séries que je regarde. Mais tout ça pour dire que j'en ai regardé beaucoup et je vous propose qu'on revienne là-dessus. Au tout début de février je crois j'ai regardé la série Paris Police 1900 qui est disponible sur Canal+ série, qui est donc une série française qui raconte en fait l'histoire d'un jeune commissaire de police dans la police française, vraiment au tournant du siècle, en plein milieu de l'affaire Dreyfus, dans un climat vraiment très antisémite. Donc déjà je préfère le préciser, si vous regardez cette série, préparez-vous, il y a de l'antisémitisme hyper violent dans tous les épisodes et c'est une série qui prend un parti d'être très crue et vraiment essayer de transmettre cette sensation d'un Paris moite, hyper violent, sanglant, avec beaucoup de messes basses et de mensonges et de choses qui se trafiquent, etc. Et la série vraiment retranscrit bien cette atmosphère qui parfois est limite choquante. Enfin il y a vraiment des scènes dégueulasses avec des cadavres et tout, enfin trigger warning cadavres. Après est-ce que j'ai aimé? Oui j'ai aimé, je trouve l'ambition vraiment intéressante, l'histoire est riche, parfois même trop riche. D'ailleurs c'est vraiment le point négatif, c'est qu'à la fin de la série j'étais en mode
Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas trop. Genre il y a plein de trucs que j'ai pas trop compris et plein de storylines, genre je comprenais pas trop pourquoi elles se reliaient ou pas et comment elles se sont terminées, enfin j'étais un peu perdue. Genre j'ai passé un bon moment mais je suis un peu restée interloquée. Les acteurs sont très bons, j'ai trouvé la mise en scène vraiment de qualité. Vraiment le projet est bien. Je trouve que juste la faiblesse c'est qu'ils ont tellement voulu raconter que en fait on s'y perd vraiment. J'aimerais bien avoir une saison 2 pour voir comment est-ce qu'ils repartiraient sur la dramaturgie de la fin de saison et de voir comment est-ce qu'ils traiteraient l'avancée du climat politique. Ensuite j'ai regardé sur Disney+, c'est vraiment Disney qui m'a nourrie puisqu'après on m'a parlé des films et vous allez voir que j'ai été un peu tarée. J'ai regardé la série WandaVision qui donc est la toute première série Marvel, donc la série du Marvel Cinematic Universe. C'est donc une série en 9 épisodes d'une trentaine de minutes qui se centre sur les personnages de Wanda Maximoff et Vision, donc deux personnages. Si vous avez vu le MCU vous savez qui c'est, sinon je vous enjoins à regarder tout le MCU avant parce que du coup dans la chronologie du MCU c'est après littéralement les 24 films, faut avoir vu quoi, enfin t'es pas obligé mais sinon tu vas pas trop comprendre. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée tellement originale et audacieuse d'un point de vue du genre. C'est une série qui explore en fait le genre de la sitcom en proposant d'épisode en épisode une avancée temporelle dans le style de sitcom. Donc on commence avec une sitcom des années 50 en noir et blanc et on termine avec une sitcom très années 2000 avec des adresses caméra et tout. Enfin vraiment c'est une série qui du point de vue du genre est super intéressante, qui est extrêmement bien écrite. La métaphore qui se déroule durant toute la saison est tellement bouleversante et vraiment j'ai tellement pleuré en regardant WandaVision. Genre les 2 derniers épisodes j'étais genre le torrent de larmes, qu'on n'hésite pas à venir me chercher. Vraiment les acteurs sont fantastiques, j'ai trouvé tout intéressant. Enfin vraiment c'est une série qui se revoit à mon avis parce qu'il y a vraiment des choses trop intéressantes d'un point de vue de style et d'écriture et vraiment je l'adore et je suis trop contente que c'est cette série qui ait ouvert la phase 4 du MCU parce que c'était vraiment super réussi, beaucoup plus que The Falcon and the Winter Soldier, mais je vous en parle pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas terminé de la regarder parce que tout n'est pas sorti, mais on reviendra dessus plus tard promis. Donc non vraiment une excellente série. Si vous hésitiez à regarder les séries du MCU, si vous avez déjà vu les films, n'hésitez pas avec WandaVision, c'est trop bien. Ensuite j'ai regardé gratuitement sur YouTube la saison 7 de Scam France, donc est proposée par France TV /. Je n'ai pas du tout aimé cette saison et je vais essayer de vous décrypter rapidement pourquoi sans non plus entrer dans une vidéo de 40 minutes comme j'avais fait la dernière fois avec la saison 5 ou 6, je ne sais plus. À la base Scam est une série originale norvégienne dont les droits ont été revendus à de multiples boîtes de production dans le monde entier et la France a acheté les droits et s'est permis de continuer à aller même plus loin que ce que la série originale avait fait. Donc on a je crois 3 saisons de plus. La saison 7 elle se focus sur le personnage de Tiffany qui est un personnage secondaire des saisons précédentes qui a donc devenu un personnage principal, qui est donc une jeune femme qui fait de la gym, qui est très vivante, assez populaire etc. et qui se retrouve en fait du jour au lendemain à accoucher puisqu'elle a fait un déni de grossesse. Donc c'est ça la problématique principale de la saison, sachant que la série a changé de réalisateur et de team de writers qui maintenant sont je crois majoritairement féminines. Donc j'avais plutôt très bons espoirs pour la saison en me disant yes on va avoir du female gaze, une approche beaucoup plus intéressante, beaucoup mieux écrite, des personnages féminins moins clichés. Little did I know, j'ai fait beaucoup de tweets à ce sujet pendant que je regardais et d'ailleurs à un moment j'ai fini par arrêter de regarder donc j'ai même pas fini la saison. Ce qui s'est passé c'est que au début le personnage, je vous spoil hein, si vous voulez pas être spoilé n'hésitez pas à passer la prochaine minute. Au début de la saison donc la première image c'est elle qui accouche, elle décide de ne pas garder son enfant une fois qu'elle a accouché, donc d'accoucher je crois sous X et de le laisser à l'aide sociale à l'enfance, qui est je trouve un plot extrêmement intéressant et je pense qu'avec ce genre de storyline on a beaucoup plus besoin d'une représentation de jeunes filles qui prennent cette décision là, qui font le choix de ne pas continuer ou de ne pas garder leur enfant et que ça se passe bien. Pas de jeunes filles qui décident finalement de récupérer leur enfant et de vivre avec comme c'est le cas du personnage de Tiffany, parce que je pense qu'on a une telle pression sociale sur les femmes à garder leur enfant, à vouloir cette maternité, à la désirer et que même si elle s'impose, même si elle se trouve dans une situation où la jeune femme ou la femme, peu importe son âge, n'a pas la possibilité de garder l'enfant ou d'ailleurs aurait la possibilité mais ne le veut pas, je pense qu'on a besoin de cette représentation là, on a besoin de dire aux jeunes filles que la maternité n'est pas une chose innée, qu'on n'est pas maternelle par essence, qu'on n'est pas faite pour être mère à tous les âges ou carrément parfois pas du tout et que c'est normal, que c'est ok et qu'on peut bien vivre sans remords, sans être détruit, sans suivre une thérapie pendant des années en ayant fait ce choix là. Et que la série prenne le parti de dire oh, elle regrette tellement qu'elle récupère son enfant et qu'elle l'adopte et que sa mère va s'en occuper parce qu'elle est riche, sa famille, et du coup elle a le confort social en plus de pouvoir payer une nourrice et d'être dans un état de privilège social tel qu'en fait l'enfant ne représente plus une charge et lui permet à la fois d'affronter sa vie de futur architecte et en même temps d'être mère à 17 ans. Je trouve que c'est une représentation qui est tellement datée, on dirait un fascicule pro-vie. Je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, hein, je pense que c'est une réalité et tant mieux pour ce personnage fictionnel, mais encore une fois on est dans une fiction, donc on fait les choix qu'on veut, donc c'était complètement possible de lui faire vivre complètement autre chose et je pense que d'un point de vue de pertinence et de féminisme, ça aurait été beaucoup plus intéressant de montrer qu'on peut être une jeune femme de 17 ans, faire un déni de grossesse, accoucher sous X et ne pas le regretter ou en tout cas le vivre
bien sans que ce soit un traumatisme. J'en ai marre de la représentation de l'avortement ou de d'ailleurs toutes les formes de grossesse et de maternité qui continuent à perpétuer le schéma d'une maternité qui serait par essence voulue et qui finirait toujours par être un regret si on n'y va pas jusqu'au bout parce que les femmes sont faites pour être mères. Et ben ça non en fait. Donc voilà pourquoi je n'ai pas aimé la saison 7 de Scam France et d'ailleurs je ne l'ai pas fini. Je voulais juste préciser ma critique en disant que je ne suis pas du tout une adepte de la pureté fictionnelle et je pense pas du tout que les séries, les films, les livres, peu importe, devraient raconter uniquement des vécus ou des histoires qui font de la représentation éducative positive. Là je me permets d'avoir cette critique là sur Scam France parce que le projet porté par la série et par le concept de Scam à la base c'est ça, c'est de raconter des vécus qui éduquent, des représentations positives, des représentations qui aident les jeunes qui regardent cette série puisque c'est une série qui est faite pour les jeunes. Je me serais peut-être pas permis de tenir ce discours sur un autre projet de fiction qui n'aurait pas défendu cette ambition là, mais là en l'occurrence c'est le cas, donc je me permets d'avoir cette critique. Ensuite j'ai rewatch 3 séries. Ce que je vous propose c'est qu'à chaque fois que je les mentionne je vous mets dans le petit i le bilan culturel dans lesquels j'en ai déjà bien parlé. J'ai rewatch la série de Marvelous Mrs. Maisel qui est disponible sur Prime Video qui compte 3 saisons. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme juive qui décide de devenir humoriste, de faire du stand-up à New York dans les années 50 et on suit son parcours. Là je l'ai rewatch pour la 2e fois et c'est vraiment une de mes séries préférées. Je passe toujours des moments incroyables devant The Marvelous Mrs. Maisel, c'est tellement bien joué, tellement bien écrit, tellement drôle, tellement divertissant. Ça vous coupe vraiment de ce monde de merde dans lequel on vit. Les costumes, l'ambiance. Alors c'est une série qu'il faut savoir nie toute problématique sociale aux États-Unis dans les années 60-50. L'antisémitisme n'existe pas grave, le sexisme un peu, mais ça va. Vraiment, il faut avoir envie de se couper de tous les problèmes du monde et de penser que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil et que même quand il y a des problèmes, bah ils se résolvent. Je suis complètement amoureuse du personnage de Lenny Bruce que j'aime de tout mon cœur. L'alchimie entre les deux acteurs est folle. L'épisode 5 de la saison 3, rien que pour celui-là, vous devriez regarder The Marvelous Mrs. Maisel. Ensuite, j'ai rewatch Normal People. Mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur! Parce que la série est maintenant passée sur Canal+ Série, donc si vous avez Canal+ Série, vous pouvez regarder Normal People légalement. J'en avais parlé énormément dans mon bilan culturel la dernière fois, donc je vais pas me répéter. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement bien écrite, extrêmement bien jouée, qui pour moi est une des meilleures écritures de relations amoureuses, dans tout ce que ça a de réaliste et de profond, et de relations amicales aussi d'ailleurs, que j'ai pu voir récemment, donc vraiment je vous la recommande 1000 fois. Et j'ai aussi regardé la saison 3 de Baron Noir que j'avais déjà vu, mais du coup c'est encore un rewatch, et c'est disponible sur Canal+ Série également. C'est donc une série politique et qui suit l'ascension politique d'un personnage fictif qui s'appelle Philippe Rigvart. Dans la saison 3 on suit son ascension présidentielle en fait, hein, son désir de vouloir accéder à la présidence de la France. C'est une série que je trouve merveilleusement bien écrite, tellement pertinente, tellement genre prenante. T'as vraiment l'impression de vivre une campagne présidentielle comme on en vit vraiment dans la vie réelle. C'est un peu une série à clé parce que tous les personnages sont inspirés de personnages réels de la vie politique française. Si vous aimez la vie politique, la politique française, toutes ces questions là, vous allez adorer Baron Noir parce que vraiment ça a trop de goût. Toujours sur Canal+ Série, de toute façon tout le reste est du Canal+ Série, vraiment je rentabilise mes 6 € par mois mais fortement. J'ai regardé donc la série It's a Sin qui est donc une mini-série en 5 épisodes qui porte sur les années SIDA à Londres et on suit donc le parcours et la vie de plusieurs jeunes homosexuels anglais, à la fois la façon dont ils embrace leur homosexualité qui a enfin été dépénalisée et donc ils veulent vivre leur vie avec toute la joie et la fougue et la beauté de la jeunesse, et en même temps c'est une série qui est très dure et très violente puisqu'elle raconte la mort, elle raconte l'impuissance face à la maladie, elle raconte la façon dont les personnes touchées par le sida étaient complètement mises au banc de la société, et c'est vraiment une série qui raconte tout ça de façon très juste et à la fois très crue mais aussi très belle. Les personnages sont merveilleusement bien écrits, on s'y attache tous tellement. Pareil, c'est une série crise de larmes, très lourde. Moi j'ai dû scinder mon watching sur 2 ou 3 jours tellement en fait ça c'était pesant. Et les acteurs sont fantastiques, ils portent la série avec une super belle alchimie. J'ai regardé une conférence du réalisateur qui expliquait qu'il avait vraiment fait le choix de ne caster que des acteurs ouvertement homosexuels pour raconter cette histoire avec encore plus de force, et ça fonctionne fantastiquement bien. Ça fait toujours tellement de bien de voir ces histoires qui ne sont jamais racontées être racontées. De savoir aussi que le sida est encore un sujet tabou. Je crois que la série avait prévu plus d'épisodes mais que personne ne voulait la financer parce que c'est difficile encore aujourd'hui de parler de sida, de parler d'histoire homosexuelle. Je trouve quand même que c'est intéressant de remarquer que depuis le début du coronavirus on nous parle de la grippe espagnole comme de la dernière pandémie qui a décimé autant d'humains. Non, il y a le sida quand même qui continue d'ailleurs de tuer des gens, qui continue de faire des ravages, en particulier aussi en Afrique, et je pense que c'est des sujets qui sont très importants de mentionner, de citer, et d'ailleurs je le rappelle dans cette vidéo, faites-vous tester, faites-vous dépister, c'est très important. Le nombre de dépistages cette année avec le Covid il a énormément baissé, mais les risques de contamination ne baissent pas en fait. Vraiment cette série elle est d'utilité publique parce que raconter ses vécus, raconter ses histoires, raconter l'histoire homosexuelle c'est d'une nécessité. Et je pense qu'elle est aussi très puissante en fait d'un point de vue éducatif. Gros coup de cœur sur It's a Sin. Et enfin au niveau des séries j'ai terminé par regarder la saison 2 de Hippocrate, et là attention, rideau, musique un peu triste, petit pupitre,
Merci pour tout. J'aime cette série tellement. Je sais pas si vous en rappelez, j'avais regardé la saison 1 moi 1000 ans après tout le monde, genre au début de l'année scolaire. J'avais énormément aimé, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans un bilan culturel. Et en fait mes parents ont fini par se mettre à regarder la saison 1 il y a 2 semaines. Du coup j'ai revu avec eux la saison 1 et genre le lendemain la saison 2 est sortie sur Canal+ série, puisque la saison 2 est sortie il y a à peu près 10 jours au moment où je filme. Du coup on a vraiment enchaîné les deux et j'étais vraiment genre à fond dans la série pour regarder la saison 2 qui est tellement excellente. Déjà que la saison 1 c'était franchement un bijou de fiction, très très bien écrit avec un casting impeccable, des enjeux dramatiques géniaux. Hippocrate, pour vous recontextualiser, c'est une série donc comme j'ai dit médicale qui suit 4 personnages principaux de soignants, donc Chloé, Allison, Hugo et Arben. Dans la saison 1 ce sont 4 internes qui se retrouvent en fait livrés à eux-mêmes dans un service de médecine interne complètement déserté puisque les médecins référents sont en isolement dans un hôtel. Première saison qui était déjà pas mal sous tension. Et là dans la saison 2 on est plongé aux urgences. Il y a une inondation dans le bâtiment des urgences qui donc impose de rapatrier toutes les urgences dans le bâtiment de la médecine interne et donc nos internes se retrouvent impliqués et à devoir travailler au service des urgences. Je sais pas si c'est bien clair. On est sur une saison 3 fois plus en tension avec beaucoup plus d'action. Ça se passe sur genre 4-5 jours et t'as l'impression que ça dure 2 semaines. Les personnages ne dorment jamais. Une tension permanente avec les patients. Enfin vraiment c'est sous perfusion pendant les 8 heures d'épisode. Les personnages sont tous hyper complexes, hyper en dualité. Aucun personnage n'est tout blanc ou tout noir. Je sais que je vous la survends et sur Twitter j'en parle toutes les 10 minutes. Mais vraiment j'ai trouvé ça excellent. J'ai énormément pleuré aussi. Si je devais vous recommander une seule chose à voir en ce moment, ce serait ça. Alors je sais que c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir, hein, des choses sur la médecine en ce moment avec le Covid, mais au contraire c'est une série qui se met je trouve au service des problématiques actuelles qui sont posées par la PHP, qui sont posées par le système médical. That's all for me when it comes to series. Maintenant on va parler de films. Comme je vous le disais de façon assez légère quand je vous ai parlé de WandaVision, j'ai été marvelisée ces mois derniers puisqu'il faut savoir que moi je n'avais jamais regardé le MCU, j'avais regardé quelques films, j'avais déjà vu Black Panther comme tout le monde, j'avais vu Spider-Man Far From Home. Je me suis dit un matin, purée quand même Clara, toi qui adore les franchises, toi qui adore Star Wars, qui adore Indiana Jones, qui adore ces choses-là, c'est quand même bizarre que tu n'aies jamais donné sa chance au MCU. N'hésite pas à croquer. Du coup, j'ai pris mon petit ordinateur et je me suis dit, je vais regarder tous les films du MCU, les 24 films, dans l'ordre. Et ça m'a cassé le cerveau en fait, mais dans un sens positif. Hein. Vraiment, j'ai été complètement happée, j'ai suradoré. J'ai tout regardé, mais genre en binge-watch avec mon frère. Enfin, vraiment, en plus, j'ai eu le Covid, donc j'avais que ça à faire que de regarder ces films-là. Ça m'a fait trop de bien. Moi, personnellement, mes films préférés sont Captain America: The Winter Soldier. Désolée d'être une Seb Stan simp. Thor Ragnarok, Civil War aussi que j'ai adoré, Infinity War et Far From Home. Black Panther aussi évidemment. Donc ça c'est mon top 6. Est-ce que ça vous va? Dites-moi. Je comprends pas comment le MCU peut monter en gamme comme ça et faire des films de mieux en mieux et que parallèlement à ça, quand ils sortaient des bijoux comme Thor Ragnarok, ils sortaient des films Star Wars aussi nuls. Mais bon, bref, le débat est clos. Je suis complètement obsédée, je vous ai vraiment saoulé et je continue de vous saouler avec Steve et Bucky partout parce que they're lovers. Et également en parallèle de ça parce que j'aime ne pas aller bien, j'aime vraiment me mettre plus bas que terre. Je ne fais que écouter du Taylor Swift et je me suis vraiment saignée Folklore et Evermore là dans les mois précédents. Vraiment, vous allez regarder ce bilan culturel, vous allez vous dire mais qu'elle aille voir le psy, she's not okay, elle est en détresse. Elle y est sérieux. Et donc j'ai continué ma Taylor Swift obsession en regardant Miss Americana sur Netflix, qui est donc un girl boss feminism documentary où Taylor nous explique que il faut battre les républicains, il faut voter démocrate. Period. Pas forcément ce qui m'emballe le plus, mais ça révèle une facette de sa personnalité qui est cool. On voit surtout pas mal les backstage de comment elle enregistre ses albums, comment elle a pensé la Reputation era et tout. And I liked it. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs voir un documentaire sur justement le processus de réenregistrement de ses albums que je trouve hyper intéressant. Et puis j'ai également regardé The Long Pond Session qui est disponible sur Disney+, qui est un enregistrement acoustique de tous les sons de folklore avec Jack Antonoff et l'autre producteur dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui réagissent sur comment ils ont pensé les sons, comment ils les ont réfléchis, et je trouve ça tellement intéressant. Moi quand on me parle de comment on réfléchit de la musique, je trouve ça trop bien. Ok, on va terminer rapidement avec les podcasts. J'ai pépé de filmer, j'avais dit que je prenais 1 heure, ça fait déjà 1h20. J'ai pas mal écouté le podcast Still Watching, qui est donc un podcast qui est produit par le Vanity Fair américain, dans lequel les journalistes vont réagir tous les vendredis. En tout cas, moi je l'ai découvert parce qu'il y avait WandaVision, et là ils continuent avec The Falcon and the Winter Soldier. Ils réagissent à l'épisode de la semaine. J'ai trop aimé, en tout cas WandaVision c'était super intéressant. Là je vous avoue, comme je suis moins impliquée dans les enjeux de dramaturgie de Falcon and the Winter Soldier, du coup je les écoute pas en entier. C'est vraiment des nerds qui vont aller vraiment dans les pires théories, et franchement si c'est votre truc, vous allez trop aimer parce que vous allez être en mode on se comprend, we see each other. Et puis dernier podcast que j'ai beaucoup aimé, c'est les nouveaux podcasts qui ont été lancés par Spotify en collaboration avec certains groupes de presse. En fait Spotify a lancé un nouveau projet qui s'appelle le Daily, qui donc est censé être un peu un concept de matinale radio mais personnalisé sur Spotify, puisque ça se traduit en fait par un enchaînement de chansons qui sont choisies dans vos playlists et dans vos écoutes les plus récentes et les plus fortes, et il y a des podcasts d'actualité, donc vous avez vraiment un enchaînement de tout ça.
Je trouve à semaine plus 2 sur le daily que pour moi ce qui pêche c'est vraiment la sélection musicale qui est hyper répétitive, où vraiment il ne te donne que les sons que t'écoutes le plus en boucle, donc vraiment sur une semaine tu vas avoir 10 fois les mêmes sons, parfois même des sons du même album qui se suivent. Le concept ne prend pas du tout en compte les écoutes moindres, les propositions, les nouvelles sorties de la semaine, etc. Que je trouve très dommage pour un concept un peu de matinal radio. Néanmoins les podcasts qui y sont insérés sont je trouve intéressants. Celui du Monde, l'heure du Monde, qui est le podcast quotidien du Monde d'actualité, qui est disponible sur Spotify et sur l'application Le Monde si vous êtes abonné. C'est un podcast d'une vingtaine de minutes dans lequel un journaliste revient sur son enquête ou son article et vient l'expliquer. Je trouve ça hyper intéressant, vraiment j'adore. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les médias, j'adore le journalisme du Monde, j'adore la patte du Monde et je trouve que c'est toujours extrêmement pertinent et en l'occurrence ce podcast est génial. Vous avez Spotify, n'hésitez pas à croquer et d'ailleurs à me dire ce que vous pensez du concept du daily si vous l'avez expérimenté dans les dernières semaines. Et voilà, nous sommes arrivés au bout. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'étais super excitée de filmer, du coup j'étais un peu extatique mais en même temps tant mieux parce que du coup ça va vouloir dire que mon montage va être plus dynamique. Je vous enjoins donc à me laisser en commentaire vos avis sur cette vidéo. Si vous avez déjà vu, lu, écouté des choses dont je parle, vous me le dites, évidemment on en discute. Je vous propose donc qu'on se retrouve comme je vous l'ai dit partout où je suis quand je ne suis pas sur YouTube, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas vous à me recommander d'ailleurs des choses, s'il y a des choses que vous avez vues, lues ou entendues et qui vous ont plu, je prends tout. D'ici une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour toute votre gentillesse et votre soutien et on se retrouve très vite. Ciao!